Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Ce matin, les sénateurs de la commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité reprennent leurs travaux. Ils multiplient depuis février les auditions. Ce matin, ils entendent Maryse Arditi, c'est la responsable des questions énergétiques du réseau France Nature Environnement. L'objectif de cette commission d'enquête est de comprendre ce qui compose aujourd'hui réellement le prix de l'électricité, mais aussi de savoir si l'énergie nucléaire est réellement bon marché. Alors tout de suite, sans plus tarder, direction la salle Clémenceau pour suivre cette audition. Bonne matinée à tous. Madame Maryse Arditi, je vais vous demander de respecter un petit peu la tradition, car devant une commission d'enquête, il faut prêter serment. Alors je vais vous demander de lever la main droite. Non, c'est rester assise. De dire... Je vais vous demander de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Levez la main droite. Et vous dites « je le jure ». Eh bien, je vous remercie. Pour avancer tout de suite dans le sujet, notre rapporteur, Jean Dezessart, vous a envoyé un questionnaire de manière à vous permettre de préparer. Il va, si ça ne vous en dérange pas, répéter les questions pour qu'elles soient bien enregistrées. Et puis, nous allons vous demander d'y répondre et puis nous laisser d'essayer d'y répondre en 35-40 minutes, pas plus, de manière à nous laisser aussi un petit temps d'échange et de questions complémentaires, si vous le voulez bien. Jean ? Oui, merci Monsieur le Président. Madame Maryse Arditi, pilote du réseau énergie, je vous ai adressé 4 questions. Première question, quelles actions convient-il prioritairement de mener selon vous pour encourager la sobriété et l'efficacité énergétique que vous préconisez dans le domaine de l'électricité? Le mécanisme des certificats d'économie d'énergie vous paraît-il efficace? Et que pensez-vous des divers dispositifs fiscaux, éco-prêt à taux zéro, crédit d'impôt développement durable, à destination des particuliers? Seconde question, quelle est la position de France Nature Environnement sur le chauffage électrique? Et troisième question, pensez-vous que la France devrait soit prolonger la durée de vie des centrales existantes, soit investir dans le développement de nouvelles générations de réacteurs, ou envisager une sortie aussi rapide que possible du nucléaire? Un tel choix serait-il compatible avec une augmentation de la taxe carbone et avec le développement de nouveaux usages, comme par exemple la voiture électrique? Et dernière question, selon vous, quelle part de la production électrique française devrait être assurée par des énergies renouvelables? Quelle appréciation portez-vous filière par filière sur les différents mécanismes de soutien aux énergies renouvelables? Et le caractère intermittent de la plupart des énergies renouvelables ne les cantonne-t-elle pas à un rôle d'appoint en matière de production d'électricité? Merci, monsieur le rapporteur. Madame Arditi, à vous. Je vais donc essayer de faire un peu plus bref que ce qui était prévu dans ma tête. D'abord, juste une chose, pour dire que pour France Nature Environnement, c'est vraiment l'efficacité énergétique et au-delà la réduction des consommations qui est le cœur de la problématique énergétique. Avant la deuxième question de savoir comment on approvisionne ce qui est nécessaire. Alors, c'est difficile en France, c'est même difficile en Europe, puisque vous savez que l'Europe, qui avait au début fait dans le paquet des 3x20, je vous rappelle que l'efficacité énergétique n'était qu'une ardente obligation, mais ce n'était pas obligatoire. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire une directive là-dessus, justement parce que ça n'avance nulle part. Sur l'aspect électricité, le cœur de la problématique, c'est le résidentiel et tertiaire. Donc, pour aller droit au but et faire plus bref, on a 2 mesures extrêmement importantes qui n'existent pas encore à vous proposer. La première, c'est de dire que toute résidence ou tout local tertiaire qui est, on va dire, une passoire, c'est-à-dire qui, lorsqu'on fait un diagnostic, se situe dans les F, G, H, I, enfin, etc., ne devrait plus pouvoir être ni loué, ni vendu à une date donnée et pour un niveau de performance donné. Par exemple, on dirait, à partir de 2015, on ne peut plus ni relouer, une fois qu'il est vidé bien sûr, ni vendre une maison ou une résidence qui a un coefficient de performance G. Alors je dis 2015, il faut laisser du temps pour... Voilà. Et puis après, on dirait, 2 ans plus tard, les gens savent qu'on ne pourra plus louer ou vendre une maison qui aurait un coefficient de performance F. Ceci parce que l'objectif essentiel est sur l'existant, que le Grenelle avait fixé un objectif de moins 38% sur l'existant à l'horizon 2020,
et qu'on est très 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 loin de cette courbe et qu'on n'y arrivera pas s'il n'y a pas des mesures réellement réglementaires et pas seulement des mesures où on laisse le marché libre essayer de remplir de tels objectifs. J'y reviendrai un tout petit peu au moment des CE. Deuxième élément essentiel, il faut, et là c'est un élément un peu fondamental, si on veut aller vers une société de la sobriété, il faut qu'on arrête de penser que plus on consomme et moins on vous le vend cher. D'ailleurs, voilà, si le premier on vous le fait à un certain prix, mais si vous en prenez 3, on vous le fait moins cher. Il faut qu'on aille en sens inverse. Et donc ce que nous demandons, d'ailleurs pour l'eau comme pour l'électricité, comme pour les réseaux, c'est une tarification progressive. C'est-à-dire qu'au contraire, les premiers kilowattheures nécessaires sont à des prix accessibles à tous, mais ensuite, les paliers supplémentaires montent. Alors, il faut faire très attention, étudier en détail les effets pervers. Il ne faut pas que quelqu'un qui est dans une maison passoire parce qu'il ne peut pas louer autre chose soit fortement impacté. Donc, il y a des tas de détails techniques et sociaux à regarder. Mais si vous voulez, c'est deux éléments absolument essentiels. C'est un, il faut une rénovation absolument massive, seule la réglementation y arrivera. Et deux, il faut changer nos mentalités en disant plus je consomme et plus je paye. Et non pas plus je consomme et moins je paye. Voilà. Donc ça, c'est deux éléments clés, je fais exprès un peu court. Deux éléments essentiels qui expliquent pourquoi on a tellement de mal sur l'efficacité énergétique. C'est le moment de la décision et le choix de la décision. Et ça va faire le lien avec les certificats d'économie d'énergie. Le moment de la décision. En gros, quand l'énergie coûte pas cher, c'est pas la peine de faire des économies. Vous dites j'investis tant, ça va me rapporter très peu de choses, il faudra 25 ans pour l'amortir, c'est pas la peine, je le fais pas. Et puis, quand le prix de l'électricité a doublé ou triplé, ou de l'énergie en général, ça va vous dire ah là ça vaut le coup, faut le faire. Sauf que le particulier par exemple, ou l'entrepreneur, qui doit investir à ce moment-là, comme le coût de l'électricité ou de l'énergie lui coûte 3 fois plus cher, il n'a plus les moyens de le faire, donc il ne le fait pas. Donc voilà, on est au cœur de cette problématique qui est le problème du moment de la discussion. Il faut faire les économies d'énergie, elles sont plus faciles à faire au moment où elles apparaissent peu rentables. Et dans notre système économique, c'est dur de faire passer cette idée. Ensuite, il y a la deuxième idée qui est le choix de la mesure. Et là, on est exactement sur ce qui s'est passé dans les certificats d'économie d'énergie. Le choix de la mesure. Ben, puisque c'est ça, on va faire les mesures les plus rentables. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé, je fais la transition vers les certificats d'économie d'énergie, on voit que plus des 2/3, ça a été des changements de chaudière. Dans des maisons passoires. Évidemment, dans des maisons qui consommaient beaucoup. Donc on change la chaudière pour une plus performante. Ça se rentabilise assez vite. Sauf que, évidemment, d'ici 5 ans, on va penser qu'il faut réellement isoler. Et à ce moment-là, il faudra à nouveau changer la chaudière parce qu'elle sera surdimensionnée et donc plus adaptée à la maison. Donc on a eu un effet pervers qui consiste à dire je vais aller chercher le petit truc rentable. On a vu que 25% a consisté à mettre des doubles vitrages. C'est stupide. Pourquoi? Parce que pour les gens, un simple vitrage, vous savez, enfin bon, moi je suis une femme et je travaille dans la cuisine, ça ruisselle, c'est très désagréable. Donc un double vitrage, ça ruisselle plus. Donc voilà. Sauf que c'est totalement inintéressant pour les économies d'énergie par rapport à la rentabilité, c'est absolument nul par rapport à l'investissement. Donc, si vous voulez, on a les certificats d'économie d'énergie, on a obligé des gens à y aller, ce qu'on appelle les obligés, le nom on dit bien ce que ça veut dire. Ils y vont le dos au mur et à reculons. Il faut qu'ils trouvent des gens qui vont faire des économies. Ils cherchent où c'est que c'est le moins cher possible à faire des économies pour arriver à les emmener pour ne pas avoir leurs 2 centimes de pénalité. Et le résultat, c'est que finalement, on a eu des résultats qui sont pas très probants à ce jour. Je voudrais dire une deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que pour vous, bien sûr, qui êtes des spécialistes, le kilowattheure Cumac ou le térawattheure Cumac n'a aucun secret. Mais quand on parle au grand public, souvent le Cumac disparaît. Et donc, on imagine, ouais, c'est super, quand même, là, en 4 ans et demi, on a fait 6 TWh d'économie d'énergie, c'est bien. Non, non, on a fait 60 TWh, pardon, d'économie d'énergie, c'est drôlement bien. Non, 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 on a fait, grosso modo, quand vous passez des Cumac aux TWh normaux, à la louche, vous divisez par 10, quoi. Donc, en fait, on a fait 6 TWh en 3 ans. Bon, voilà, à ce rythme-là, ça va, ça fait 0,5% par an. À l'horizon 2050, on n'aura rien fait, quoi. Donc, on doit absolument changer de braquet.
Et il faut comprendre, et il faut faire attention à cet effet pervers du Cumac. Je l'ai vu sur des revues, y compris des revues de qualité, quoi, sur l'énergie, qui tout à coup avaient sauté le Cumac. Bon voilà, donc je vous le dis, chaque fois quand vous entendez dire, on va faire en 3 ans, on veut faire 300 térawattheures, alors tout compris, hein, combustible, énergie, machin, etc. Ouais, en fait, c'est 30. Hein. Donc voilà, donc ça fait 10 à la fin par année, donc voilà, on est quand même dans des zones plus que raisonnables, trop faibles. Bon, je ne vais pas m'étendre puisqu'il faut aller vite sur les aides fiscales. Juste un mot. On a des problèmes de précarité énergétique considérables. Considérables. Ce n'est pas la peine d'attendre dans un fauteuil que les gens viennent vous voir. Si vous voulez, il y a une expérience intéressante, c'est celle de 1981-82, où il a été créé l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, qui est l'ancêtre de l'ADEME d'aujourd'hui. On a dit à cette agence, on met ce pactole sur la table, 2 milliards d'argent de l'État, vous avez 18 mois pour qu'il lève grosso modo 5 fois le montant de travaux dans toute la France. Et puis c'est à vous de le faire, vous allez aller chercher, vous allez démarcher, vous y allez, vous n'attendez pas qu'on vienne vous voir. Dans 18 mois, il faut que tous les travaux soient engagés. Pas finis, mais tous engagés. Voilà, ça c'est une vraie volonté politique. Il faut savoir que sur l'efficacité énergétique, contrairement à ce qu'on dit sur plein de choses, ce n'est pas la technique qui pilote, c'est le politique. S'il y a une volonté politique, ça avance. S'il n'y en a pas, ça n'avancera pas. Un dernier mot, avant de passer à la question d'après. Le livret LDD, je vais le dire comme ça, c'est carrément une arnaque. Il s'appelle livret développement durable. Il vient de la tradition, c'était un livret Codévi, vous vous rappelez, donc pour les PMI, PME. Normalement, chaque année, sur cette zone de livret-là, il aurait dû y avoir 9,2 milliards d'euros, pas tout à fait rien, 9,2 milliards d'euros prêtés pour faire des économies d'énergie, pour du développement durable. En fait, il y en a 2,7. Et le reste, les banques se les gardent, elles en font ce qu'elles veulent. Elles auraient dû obligatoirement le déposer à la Caisse des dépôts si elles ne le prêtaient pas. Elles ne l'ont pas fait. Donc, si vous voulez, pour le citoyen, et là pour le coup que je suis, j'ai un livret développement durable et il ne sert pas à ce qu'il y a à son nom. Alors, ou bien on lui change son nom, ou bien on en fait un autre à côté, on garde un Codévi ou je sais pas, une ancienne version, et on fait un vrai livret développement durable, même moins important, mais qui ne serve qu'à ça, et qu'on ne puisse pas détourner. La position de France Nature Environnement sur le chauffage électrique, bon, je pense que vous la connaissez. Je voudrais quand même à cette occasion dire deux, trois mots, parce que si on ne comprend pas ce qui s'est passé sur le chauffage électrique, on ne comprend pas comment la France est arrivée à cette situation, seule dans toute l'Europe, seule au monde. Hein. Je vous rappelle quand même que chaque fois qu'il y a une vague de froid, la moitié de l'appel supplémentaire de puissance dans l'Europe des 27, c'est pas rien, dans l'Europe des 27, c'est nous, à nous tout seuls. Marquez les autres, du coup, ils peuvent nous en envoyer. Là, ils en envoient plein. L'Allemagne, pendant la crise du froid, on parle beaucoup de l'Allemagne, là, qui va sortir pendant la crise du froid, ils nous ont envoyé de l'énergie, il n'y a pas de problème. Parce que nous, on ne savait pas faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un programme archi surdimensionné. Je suis ici devant une assemblée de parlementaires. Je voudrais vous dire que ce programme a été initié, réalisé, sans qu'à aucun moment, ni les citoyens, ni les parlementaires n'aient été concernés. On ne vous a pas demandé, ni à vous sénateurs, ni à vos collègues députés, si vous aviez un avis là-dessus. On a engagé la France dans la situation où elle est aujourd'hui sur le tout nucléaire sans avoir jamais aucun avis. La seule fois où on est venu finalement, in fine, demander leur avis aux députés et aux sénateurs, au regret de vous le dire, c'est le jour où il a fallu gérer les déchets nucléaires. Là, effectivement, le gouvernement n'y suffisait plus à lui tout seul. Face aux paysans et les fourches qui se levaient en Vendée, il s'est dit, il me faut une légitimité de plus. Oh, mais les déchets nucléaires, ça va être très bien pour les parlementaires. Voilà, excusez-moi de le dire comme ça, mais quand les gens essayent de comprendre pourquoi, sur le nucléaire, plus difficilement que partout ailleurs, les associations sont réticentes aux concertations, c'est à cause de ce péché originel. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, la surdimensionnement a été tel que dans les années 84-85, au lieu de subventionner les économies d'énergie, comme ça avait commencé en 80, 82, 83, à partir de 84, on a arrêté de subventionner les économies d'énergie et on a subventionné le transfert du pétrole à l'électricité. Parce que les centrales, elles sortaient, 6 par an, et il n'y avait pas la consommation en France. Donc, il fallait absolument qu'on se mette à le consommer. Et ce phénomène a été encore aggravé parce que, ne voyant pas comment faire pour arriver à consommer toute cette électricité supplémentaire que la France n'avait jamais eu tant d'électricité ni autant de besoins,
Il n'y avait pas de solution, il fallait rentrer sur le marché du chauffage, qui était le seul marché très important sur lequel on aurait pu y aller. Donc on est rentré à fond sur le marché du chauffage. EDF a réussi à obtenir à l'époque une loi absolument incroyable, disant on peut faire une maison sans conduite fumée. Vous comprenez bien que dans tous les gens qui font des maisons individuelles, là, sur catalogue, etc., le conduit de fumée, c'est cher. Si je ne mets pas de conduit de fumée, et qu'à la place je dis il n'y a pas de problème, je mets un petit grille-pain dans chaque pièce, parce qu'un radiateur électrique, c'est un grille-pain. Donc je mets un grille-pain dans chaque pièce, eh bien il n'y a pas de problème, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Résultat, les gens vendent plus volontiers ça, puis ils font la promotion, regardez celui-là est vraiment pas cher, ils disent pas aux gens que ça va leur coûter après très cher à se chauffer. Donc, on a eu cet effet qui fait qu'on a eu le droit de faire des maisons sans conduit de fumée. Pendant très longtemps, donc il y a une vingtaine d'années comme ça où il y a plein de maisons qui n'ont pas de conduit de fumée. En refaire un aujourd'hui, c'est cher. Et le dernier point, c'est le plus scandaleux, je voulais l'amener en PowerPoint, mais je ne savais pas qu'on pouvait en faire un, mais je vous l'enverrai si vous me donnez un mail et vous pourrez le regarder. C'est la publicité d'EDF en 90-91. Publicité qui dit, en grand, quand vous sortez de chez vous, ne coupez pas votre chauffage électrique. Alors, oui, parce qu'en rentrant, vous chaufferez plus, enfin, toute une pub autour de ça, absolument fausse, comme quoi on peut faire des pubs fausses en France sans arriver à... voilà. Mais, donc, si vous voulez, elle disait bien... Mais on ne sait plus quoi en faire. Les premières exportations d'EDF vers l'étranger sont parties vers 92. Donc là, elle s'est dit, il faut absolument que j'arrive à trouver d'autres clients, j'y arriverai pas. Je ne pourrais pas faire manger toute cette électricité aux Français, c'est impossible. Donc, il faut que je trouve des clients à l'étranger. Donc voilà comment on est arrivé, voilà comment on en est là. Donc je voulais quand même le dire. Donc vous avez compris que nous, on pense, c'est très simple, on pense qu'aucune électricité, qui est une énergie très noble, une énergie qui demande beaucoup d'efforts pour la faire, qui demande du gaspillage, aucune ne doit être gaspillée en électricité. On doit l'utiliser que pour de en chaleur. Ou on l'utilise pour de l'électricité spécifique. Nous avons tous besoin d'ordinateurs, enfin d'éclairage, de choses comme ça. On ne peut pas faire autrement sans électricité. Ou on l'utilise pour des systèmes industriels très performants. Bon, par exemple, des osmoses inverses, c'est 10 fois plus économique que si on essayait de faire la même chose avec de la chaleur. Donc là, oui. Voilà. Donc, c'est clair, il y a un vrai besoin d'électricité, mais compte tenu de ce qu'on perd pour la produire, il faut l'utiliser à bon escient. Alors, durée de vie des centrales, nouvelle génération, ou en sortir. Bon, vous savez que la position de France Nature Environnement, évidemment, d'en sortir, si je puis dire, le plus rapidement possible, dans les délais raisonnables qu'il est possible d'envisager. Mais je voudrais quand même dire deux choses. D'abord, prolonger les centrales. De toute façon, hein, on va les prolonger, c'était prévu pour 30 ans. Ça y est, Fessenheim a déjà 33 ans. On voit bien qu'elles vont être prolongées, bon, allez, on va dire jusqu'à 40 ans, on ne peut pas faire moins. Andra, réceptionnant ce qu'on appelle les inventaires des déchets, les compte jusqu'à 50 ans, et EDF est en train de préparer les 60 ans. Je trouve que c'est un pari de Pascal. Hein. Pari de Pascal, Dieu existe ou il n'existe pas. Hein. L'accident, il sera là ou il ne sera pas. Je vous rappelle qu'il y a 4 grands pays nucléaires au monde, hein, pas 50, hein, 4. Les États-Unis, la Russie, le Japon et la France. Les 3 précédents ont eu leur accident gravissime. À qui le tour. Je vous rappelle qu'il était prévu en 1973, dans ce qu'on appelle le rapport Rasmussen à l'époque, qu'il y aurait un accident nucléaire gravissime, fusion de cœur, etc., tous les millions d'années réacteurs. Nous en sommes à 14 000, arrondissons 15 000 années réacteurs, on a eu 5 cœurs gravement atteints. Donc on est à plus de 200 fois la probabilité qui était prévue au départ. Je vous rappelle aussi que le nucléaire, bien entendu, tout le monde, enfin, les gens ne l'envisagent pas ou ne le font pas, mais n'assure pas ses risques. C'est-à-dire que à Tchernobyl, comme à Fukushima, et comme ça arriverait si c'était en France, c'est le citoyen et l'État qui paye. EDF est assuré pour chaque accident à hauteur de 91 millions d'euros. Tchernobyl, des centaines de milliards. Fukushima, pour l'instant, on avoisine les 100 milliards, mais on ne sait pas combien ce sera quand on aura fini. Hein. Oui, oui. Non, mais ça monte au fur et à mesure. Là, c'est une pente ascendante. Donc voilà. Donc, on comprend bien qu'on n'est pas assuré. Autrement dit, EDF, le risque qui est pris, il est pris par un exploitant qui dit mais c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui les gère, EDF. Alors non, je vous rappelle quand même qu'EDF, c'est pas un exploitant comme tout le monde. EDF, le patron d'EDF, c'est vous. Vous ne savez peut-être pas, mais le patron d'EDF, c'est l'État. Donc c'est vous. Donc il y a un moment donné,
le risque, il faudra savoir, le bénéfice, c'est EDF qui l'engrange, mais le risque, c'est les citoyens qui le payent. Alors, donc, je voudrais, alors, sur ce, un peu, donc, nous, évidemment, on pense qu'il faut en sortir assez vite. Bon, les 40 ans, on ne peut pas faire moins, mais à mon avis, entre 40 et 45 ans, faut les arrêter, quoi. Parce que après, c'est pas possible. Bon, alors, mais ça veut dire, ça boucle avec le premier point sur les économies d'énergie, bien sûr. Alors, nouvelle génération. Eh ben, on est à un vrai carrefour là. Hein. En gros, là, parce qu'on ne fera jamais les deux. Hein. La France, c'est pas la peine, elle ne sait pas faire les deux. Ou on repart vers du nucléaire. 4e génération, on y va, 60 là, on fait à peu près autant que ce qu'on a, etc. pour 60 ans, bon. Ou on part vers les renouvelables, qui ont parfaitement les capacités de produire largement autant, surtout dans le temps, on y reviendra. Donc, où on part vers les renouvelables. Mais on ne fera pas les deux. En France, on ne fait pas les deux. D'ailleurs, la preuve, c'est parce qu'on a beaucoup de nucléaire qu'on n'a pas fait de renouvelables. Voilà, quand les autres démarraient à fond, non, on n'en a pas fait, parce que les gens vous disent, mais pourquoi on en ferait, nous on a déjà pléthore de nucléaire, on revend de l'électricité aux autres, c'est pas la peine d'en faire. Donc, effectivement, on ne fera pas les deux. Donc, on est à un vrai carrefour. Alors, sur ce carrefour, moi, je voudrais tout de même dire quelque chose sur les coûts, même si, voilà. Sur les coûts, moi, quand j'ai lu, alors j'avais lu à l'époque, en détail, le rapport de la Cour des comptes de 2005, sur démantèlement et déchets, et j'ai relu, en survolant cette fois-ci, le rapport de la Cour des comptes de cette fois-ci. Il y a une chose qui m'a fait sursauter, c'est le coût du démantèlement. Le coût du démantèlement, il était évalué, grosso modo, à, que je ne me trompe pas sur les chiffres, 300 € du kilowatt. C'est la commission Péon, revue, réactualisée, remis, enfin je pense que d'autres gens ont dû vous l'expliquer en détail. C'est, voilà, ça date de l'époque, on disait ça ferait 15% de ce qu'on a investi pour le démantèlement, puis on a réactualisé. Grosso modo, on est à 60 €, 300 €, pardon. 300 € le kilowattheure. Ce qui nous emmène, bon, voilà, donc ça, on fait le calcul pour Brennilis. Brennilis, c'est presque, pas encore fini de développer, mais presque. Maintenant, on en a déjà fait plus de la moitié, donc on sait à combien ça va nous amener. Grosso modo, ça va nous amener à 500. À 20. Voilà. Ça, c'est évalué selon la commission Péon, ça devait faire 20 millions d'euros, et nous allons en être, on en est à 482 millions d'euros, à la louche 500. Donc, on a un exemple où on dit, ça va faire 20 fois ce qui était prévu. Et la commission qui vient de se terminer, enfin, je vous lis le paragraphe un peu surprenant, parmi ces coûts, les dépenses de démantèlement, c'est-à-dire les dépenses de démolition des centrales, sont estimées aujourd'hui à 18,4 millions d'euros 2010, en charge brute, pour le démantèlement des 58 parcs du réacteur. Donc on est sur les 300 en question, à des broutilles. La commission considère que les méthodes utilisées par EDF pour le calcul sont pertinentes, mais ne peut en valider les paramètres techniques en l'absence d'études approfondies par des experts. Alors moi, je pense qu'elles ne sont pas pertinentes. Je voudrais vous dire 3 choses. La première, c'est que, à la demande de France Nature Environnement, et plus spécialement à la mienne, on a demandé une journée de formation pour les associations sur le démantèlement. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui émerge comme problème réellement de manière forte, pas encore pour les 58 réacteurs actuels, mais pour ceux qui sont déjà arrêtés, la filière française depuis les UNGG, là, qui sont arrêtés vaguement un peu, on a retiré le combustible et puis on tourne autour et on ne sait pas quoi en faire. Donc celle-là, on avait envie de savoir où on en était. Donc on a eu une journée qui a été faite par l'autorité de sûreté nucléaire, où EDF, Areval, CEA sont venus, nous ont dit où ils en étaient, ce qu'ils ont fait, etc. Moi, j'ai posé une question. À un moment donné, EDF nous donne un tableau où elle dit, pour chacune des UNG, elle nous dit là, on a fait 15%, là 18%, là 22%. Donc, elle nous dit où elle en est. Ah, je dis, ben, très bien. Donc, je lève la main et je dis, juste une question. Ça va être plus facile parce que les dépenses futures, c'est toujours aléatoire, mais les dépenses passées, celles-là, normalement, on les connaît. Est-ce que vous pourriez nous mettre en face de chacune de ces centrales combien vous avez dépensé à ce jour? Donc, moi, ma petite tête, c'était, si c'est 15%, s'ils nous donnent le chiffre, je pourrais multiplier par 6. Et la réponse a été, ah non, ça c'est secret. C'est de l'argent dépensé, fini. Hein. Et je dis, mais je ne comprends pas. Il dit, mais si, c'est une opération commerciale, vous comprenez. Nous, on fait un appel d'offres. L'appel d'offres, c'est top secret, c'est commercial. Donc, on ne dit pas combien ça va coûter. Ensuite, celui qui emmène l'appel d'offres, bah, il dépense ce qu'il veut. Le moins possible, c'est son problème, pourvu que nous, on contrôle qu'il a fait comme il fallait. Mais nous, on n'a pas à... Voilà. Résultat d'aujourd'hui,
On a un tableau où on sait pour chacune des des centrales UNGG, c'est tout entre 10 et 20% à peu près, hein, le tableau qu'on nous avait donné. Mais moi, je ne peux pas mettre de chiffres à côté. Pourtant, ça nous aurait permis d'avoir une idée. De chaque côté de ce tableau, ça aurait permis de nous avoir une idée. Les autres, peut-être que Brennilis, c'est un cas particulier qui fait 20 fois. Peut-être que les autres ne feront que 10 fois. Peut-être qu'elles font que 5 fois. Mais enfin, j'aimerais avoir un chiffre. Voilà. Et je pense que moi, quand j'ai lu les machins, c'est le point le plus faible de tout le dossier. Alors, sur ce démantèlement, un dernier point. Pour vous dire que c'est vraiment le point faible. Le Conseil supérieur de prévention des risques technologiques, qui s'occupe normalement, qui regardait jusqu'à présent, enfin jusqu'à décembre dernier, il ne regardait que ce qu'on appelle les risques industriels, chimiques, la pétrochimie, etc., les installations classées pour la protection de l'environnement. Depuis sa nouvelle version et depuis janvier, il s'intéresse aussi au nucléaire. Donc les arrêtés du nucléaire sont vus dans cette commission. Donc on a eu le premier gros arrêté nucléaire, celui qui va légiférer à partir de maintenant les nouvelles INB, par exemple Flamanville et Penlis, si Penlis fait. Et là, il y a écrit, il devrait y avoir un plan de démantèlement mis dans la demande du permis de construire et d'exploitation. C'est-à-dire qu'on sache comment on finira. Alors on a levé la main, on a dit bon, on est très content que pour les prochaines, s'il y a des prochaines, on fasse ça. Ce qu'on pourrait écrire que pour celles qui existent là, les 58 qui sont en fonctionnement et qui n'ont pas de plan de démantèlement. Donc comment voulez-vous qu'on évalue combien ça va coûter puisqu'il n'y a pas de plan de démantèlement? Forcément. On n'a pas réussi à le faire mettre dans l'arrêté. Voilà. Donc il y a 58 réacteurs qui n'ont pas de plan de démantèlement. Comment vous l'évaluez combien ça va coûter? Bon. Voilà, donc j'arrête là-dessus. Juste un dernier mot quand même sur les coûts. Le nucléaire, c'est une courbe de désapprentissage. Mais ça, je pense que je ne suis pas la première à vous l'avoir dit. Normalement, au fur et à mesure qu'une technique se développe, les coûts baissent. Voilà, les coûts baissent. Le nucléaire, vous pouvez regarder, depuis les premiers jusqu'à aujourd'hui, les coûts je parle d'investissement, c'est-à-dire le coût de la préparation du réacteur nucléaire, n'ont fait qu'augmenter. Mais vous pouvez regarder aujourd'hui, si vous savoir entre ça et les énergies renouvelables, les coûts des énergies renouvelables, vous le savez, sont en baisse. Donc c'est dans pas très très longtemps que les courbes vont se croiser. D'ailleurs, sur l'augmentation des coûts, je vous rappelle que quand EDF a déposé le dossier Flamanville, elle a écrit dans le dossier Flamanville, ça fera 42 € le mégawattheure. C'est une nouvelle, c'est un peu plus cher que les autres, enfin 42. Quand elle a déposé quand elle a déposé Penly, seulement 5 ans plus tard. Et c'était le deuxième, donc le premier avait dû rôder, c'était le deuxième. On était passé à 55 à 60. Et naturellement, on sait aujourd'hui qu'on sera plutôt à 70-80, parce que ça, c'était avant l'augmentation des coûts de l'investissement. C'est-à-dire avant le dérapage complet du coût, qui a quand même doublé. Hein, on est passé de 3 milliards à 6 milliards, pas sûr qu'on arrive au bout. Et pour 6 milliards, je ne sais pas si vous avez un jour eu le canard enchaîné, vous avez vu le béton qu'on nous fait avec des trous, j'en voudrais pas pour ma maison, quoi. Donc voilà. Alors, je pense que j'ai à peu près deux. On est à la quatrième, j'ai bien accéléré. Alors, je préfère vous laisser un peu de temps. Alors, quatrième question, sur les énergies renouvelables. Alors, combien les énergies renouvelables pourraient assurer de la partie résiduelle de nos besoins? Ça dépend de l'horizon temporel. Hein. En 2050, je pense 80%, en 2100, la totalité. Parce qu'il faut garder en tête que le flux solaire et ses dérivés, le vent, l'hydraulique, etc., c'est-à-dire tout sauf la géothermie, ça représente chaque année, comme énergie arrivant sur Terre, 5000 fois la consommation de toute l'espèce humaine sur Terre. Si on arrivait un jour à dire qu'on en prend 1 pour 1000, qu'on en valorise 1 pour 1000 pour nous, on pourrait ouvrir grand les portes de la pléthore énergétique à l'ensemble de la planète sans que ça impacte rien. Donc, c'est un horizon temporel. Et c'est un horizon temporel si on veut y aller. Voilà. Donc, alors, comment ça se passe aujourd'hui, le soutien aux filières? Alors, le soutien aux filières, puisque j'ai gagné un petit peu de temps, je vous dis quand même deux mots de l'année qui a été pour moi l'année noire, et pour France Nature Environnement l'année noire, c'est 2010. Je vous rappelle 4 décisions en 2010. Mars 2010, lancement
des autorisations d'exploration des gaz de schiste. Avril à juillet 2010, débat public sur le second EPR. Juillet 2010, les éoliennes entrent dans les installations classées pour la protection de l'environnement à autorisation, c'est-à-dire parmi les 50 000 usines les plus dangereuses de France. Et décembre, moratoire sur le photovoltaïque. 4 mesures, une pour soutenir les fossiles, une pour soutenir le nucléaire, une pour plomber l'éolien, une pour plomber le photovoltaïque. Vous analysez ça comme vous voulez, mais voilà, ça c'est les faits, c'est que des faits. Alors, comment on raisonne par filière? Alors, pour soutenir les filières, seul fonctionne réellement le tarif de rachat garanti. Les appels d'offres peuvent fonctionner, je dis peuvent, je ne suis pas sûr, peuvent fonctionner pour des très gros projets, on va dire comme l'éolien en mer, par exemple. D'accord. Mais je vous rappelle quand même, si par hasard vous l'aviez oublié, qu'en 2004, il y a déjà eu un appel pour l'éolien en mer. Le concours a été réussi. Il y a eu une personne qui a été retenue, un exploitant qui a été retenu, et ça ne s'est jamais construit. Et quand le gouvernement a donné là, les gagnants des 4 concours, il a dit bien entendu, vous avez maintenant à faire toute la procédure administrative qu'il faut jusqu'au bout, et il n'est pas dit que vous irez au bout. L'intérêt de l'appel d'offres, c'est que ça garantit qu'on n'en fera pas plus que ce qu'on a voulu. Mais on pourra en faire beaucoup moins, voire pas du tout. Hein, l'éolien a démarré en 1995 avec un objectif de 50 MW par an, jusqu'en 2005. Quand on est arrivé en 2001, c'est-à-dire 6 ans après, on avait fait 60 MW. Alors que 50 MW, on avait fait 60 MW. On a compris qu'on n'en ferait jamais. Voilà. Donc, l'appel d'offres, c'est en gros un objectif, surtout pas en faire trop. Donc, effectivement, on y est effectivement opposé, ça ne marche pas. Alors, les points clés sur la filière éolienne. Alors, la filière éolienne, c'est une filière surréglementée. Je n'aurai pas le temps de vous détailler, mais c'est invraisemblable. On n'a jamais vu, dans aucun pays au monde, pour une filière qui est quand même pas si dangereuse que ça, une réglementation aussi invraisemblable. Mais aussi, c'est vraiment hallucinant. Bon. On en a rajouté, la loi Grenelle 2, on a rajouté avec plein de bonnes intentions, on va faire des schémas régionaux éoliens. Résultat, les services de l'État ont dit, attendons la fin, que les schémas soient faits pour commencer à instruire les dossiers. Et puis on a mis les ICPE. Alors, ICPE, n'est-ce pas on n'a pas osé les mettre en Céveso, quoi. Mais c'était presque, quoi. On se demande où sont. On a beau chercher. Je vous rappelle que le rapport dont le nom m'échappe du gars qui a fait le truc sur les députés, zut, qui est absolument très fondamentalement anti-éolien, dont le nom est en train de m'échapper. Il avait dit ouais, ICPE c'est pas très bien. Voilà. Le mari de Madame la ministre des Armées. Voilà. Mais ce n'était pas lui le rapporteur. Oui, mais enfin, je vous rappelle quand même qu'ils étaient 2 et qu'il y en a un qui est parti avant la fin qui a dit je m'en vais. Je ne peux pas acter ce qu'il y a là-dedans. Le résultat. Monsieur le Président, partez pas. Il disait lui-même, les ICPE c'est pas très bien pour les éoliennes, ça marche pas. Mais on va quand même le faire et puis on fera les choses en plus. Parce que comme ça marche pas, mais voilà, c'était vraiment l'idée. Comment est-ce que je peux en rajouter? Voilà. Bon. Alors, résultat, quand même, après tous ces efforts, le résultat est enfin là. En 2011, nous avons installé 30% d'éoliennes de moins qu'en 2010. Je pense que c'était l'objectif recherché. Si ce n'était pas l'objectif recherché, c'est dommage. Mais 30% de moins. Pour la première fois depuis que les éoliennes ont démarré, 30% de chute. Bon. Alors qu'il faut quand même savoir 2 choses. Premièrement, c'est que l'éolien terrestre est à la marge de la rentabilité. Là, pendant la crise du froid, la période de froid, là, en février, on rachetait, enfin, RTE et EDF rachetaient le kilowattheure éolien moins cher que ce qu'ils rachetaient à tous les pays étrangers pour approvisionner notre pointe d'électricité. Hein, en France, on en était à 117, on rachetait l'éolien là à 82 ou 84. Donc il y a déjà des périodes, il faut vous le demander à tous les spécialistes, ils le savent, il y a déjà plusieurs périodes par paquet où on a racheté le lien moins cher, c'était le cas en 2008, vous savez, quand tout d'un coup les combustibles se sont envolés, on a acheté moins cher. Bon. Mais je voudrais, parce que il se trouve que j'ai aussi une autre casquette à France Nature Environnement où je m'occupe des risques industriels. Et moi je voudrais vous dire que le fait... On est en ce moment, si vous voulez, on a un nombre de gens limité pour surveiller les 500 000 installations industrielles en France, donc 50 000 qui sont les plus dangereuses, qui sont en autorisation.
On a 1200 inspecteurs. Enfin, voilà, vous voyez, vous faites le poids, quoi. Donc, résultat, on est en manque. Résultat, il y a des lois qui sont passées juste au même moment pour dire faut absolument alléger ça. Donc on va aller regarder dans toutes ces installations qui existent, lesquelles on pourrait sortir de l'autorisation, quoi, pour gagner du temps d'inspecteurs, pour les concentrer sur les trucs les plus dangereux. On les met à autorisation, à enregistrement, c'est un truc intermédiaire auquel nous nous sommes violemment opposés parce qu'il s'agit d'aller chercher des choses déjà vraiment très polluantes ou très dangereuses et de les mettre comme ça avec très peu de contrôle. Et au même moment, on va dire à ces inspecteurs, vous allez nous contrôler des dossiers entiers d'études de danger sur les éoliennes. Enfin, c'est de l'incohérence totale. Si vous voulez, c'est vraiment, on n'a pas de temps à perdre d'inspecteurs des installations classées, on n'en a pas assez aujourd'hui sur des risques vraiment sérieux au moment où on essaye de mettre en place la loi Bachelot, les plans de prévision, les plans de protection des risques technologiques, etc. On n'a pas les moyens de gaspiller comme ça du temps d'inspecteur. Donc moi, je vous le dis, là, vous êtes une représentation nationale, ben voilà, on est un peu de cohérence. Alors, les photovoltaïques. Un mot sur les photovoltaïques. Ben, pas de problème. Le moratoire a probablement atteint là aussi une partie de ses objectifs. On évalue un peu grossièrement, on a du mal, parce que c'est par petits paquets. Par paquet de 2, 5, 10 personnes à chaque fois. Grosso modo, on évalue la perte d'emploi sur l'année 2011 dans le photovoltaïque aux alentours de plusieurs milliers d'emplois. Certains disent autour de 7000. 7000 emplois dans le silence le plus total. Vous avez entendu personne en causer. Ça gêne pas. On aura peut-être un endroit de 300 personnes mis au chômage sur le nucléaire, ça fait des scandales. Là, dans le silence le plus total, on a tué une filière et des millions émergents, pas de problème. Ça ne préoccupe personne. Juste un mot quand même, qui pourrait être un mot très important d'amélioration, qui est, je pense, une erreur en France. On a exigé ce qu'on appelle, pour le particulier qui veut mettre de photovoltaïque sur son toit, on a exigé l'intégration au bâti. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a une maison depuis 20 ans, avec une toiture en excellent état, il voudrait mettre du photovoltaïque. Il faut que vous cassiez votre toiture, qui est étanche, qui est parfait, en bon état, et on va vous la remplacer par un truc qui évidemment a toujours un risque d'étanchéité sur une filière émergente où les problèmes de bac, de raccordement, etc. posent des problèmes. Et évidemment, ça coûte 3 fois plus cher puisque j'ai cassé la... Bon. Mais en Allemagne, il est surimpose, ça coûte infiniment moins cher. Du coup, on n'a pas besoin de subventionner autant parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher. On n'a aucun risque d'inétanchéité. Donc du coup, les gens y vont plus volontiers. Enfin voilà. Bon, donc y a quelques erreurs là qu'il faut peut-être arriver à rectifier. Bon, juste 2 mots, juste pour dire stop. Stop aux agrocarburants. Vraiment là, on est sur une filière absolument impossible. Stop aux agrocarburants. Et dernier mot sur l'intermittence. Alors, l'intermittence. 1, il n'y a pas de problème aujourd'hui en France avec ce qu'on fait comme pourcentage. 2, comme il y en a d'autres qui sont bien plus avancés que nous, ils vont avoir réglé le problème avant nous. On va voir ce qui se passe au Danemark, qui fait déjà plus de 20% d'électricité éolienne. On va aller voir ce qui se fait au Portugal, qui décolle à toute vitesse. On va aller voir ce qui se fait ailleurs et ils auront trouvé les solutions avant nous et pour nous. Et troisième chose, il y a un élément quand même qui est très important, c'est qu'il faut du stockage, il faut de la recherche sur les stockages d'électricité, pas seulement sur les batteries, sur les volants d'inertie, sur les transformations, sur plein de choses. J'ai cru entendre un jour que notre CEA était devenu le commissariat aux énergies, à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. On a gardé qu'un seul CEA, on espère qu'après on pourra retirer le premier et garder que le deuxième. Faut lui demander de se mettre, s'il fait les énergies alternatives, de se mettre à la recherche sur le stockage de l'énergie. D'ailleurs, je crois qu'il l'a déjà entendu parce j'ai vu des lignes qui commencent à apparaître. Voilà. Et dernier point, personnellement, mais ça c'est vraiment une opinion personnelle, je pense qu'à l'horizon 2050, l'hydrogène aura trouvé sa place. Bien, écoutez, merci beaucoup pour la passion que vous avez amenée dans vos explications, qui sont très précises et que nous connaissions un petit peu déjà. Je voudrais simplement, je vais donner la parole à mes collègues, vous demander une première chose, mais pas d'y répondre maintenant. J'aimerais beaucoup, puisque vous avez travaillé dessus, tout le premier volet de votre intervention, c'était sur l'efficacité énergétique. Vous avez déjà travaillé sur la directive. On sort un petit peu du sujet. Mais ça m'intéresserait beaucoup que vous nous envoyiez par écrit, après, à côté, votre position sur
l'avancement de la directive, parce que la directive européenne, elle évolue, elle change. Nous, on a commencé à travailler ici au Sénat, d'ailleurs plus en amont que l'Assemblée nationale, sur la première version de cette directive, de cet avant-projet de directive. Ça a changé. Et je serais très intéressé d'avoir la position votre position dessus. Mais donc là, je vous pose pas de questions. Sur une des questions de notre rapporteur, il y a un point sur lequel j'aimerais bien que vous donniez plus de précision, c'est la question sur la taxe carbone. Il est évident que quitter plus ou moins rapidement le nucléaire pour rentrer dans le renouvelable ou dans une période intermédiaire, faire appel à d'autres énergies de substitution si on en sort trop vite, ça aura un lien direct avec la taxe carbone et j'aimerais bien avoir votre position là-dessus. Et dernière chose, mais ce n'est pas une question, c'est une précision que je voudrais vous donner. Nous, les parlementaires, les sénateurs, nous sommes nous aussi inquiétés sur le coût de l'achat du solaire. Non, pas du tout. Du démantèlement. Nous avons posé les mêmes questions que vous, avec beaucoup d'assistance. Nous commençons à avoir des débuts de réponse. Ça ne sera pas confidentiel, ce sera dans le rapport du rapporteur, et je crois que nous rendrons public les chiffres que nous avons. Alors, uniquement, ce n'est pas pour les 9, mais pour les 7 centrales de la toute première génération, hein, celle d'EDF, puisqu'on n'a pas les chiffres d'Areva, mais on aura les chiffres de 7 des 9 centrales, et le rapporteur les publiera certainement dans son rapport, hein, sur ce qui a déjà été dépensé, ce que vous disiez tout à l'heure, depuis 2000, de 2000 à aujourd'hui. Donc là, c'est pour vous rassurer. Nous commençons, mais nous aussi, nous avons eu du mal, je voulais vous dire. Sur la taxe carbone, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. La taxe carbone, elle est une évidence, mais je l'avais moins mis en avant parce qu'elle est plus une évidence sur le climat que sur l'énergie elle-même. Alors pour nous, ce n'est pas une taxe carbone, c'est une contribution climat-énergie. C'est très important. Pourquoi ce n'est pas une taxe carbone? C'est une contribution climat-énergie. C'est-à-dire que pour nous, on doit taxer les deux éléments. Un, il y a une taxe en fonction de l'énergie elle-même. Deux, il y a une taxe en fonction du contenu en carbone. Justement, parce que notre objectif, c'est effectivement d'aller vers une société où on ne gaspille pas l'énergie quelle qu'elle soit. Alors, je pense qu'il faut regarder quand même qu'il y a déjà des pays qui l'ont fait. Hein. La Suède a une taxe qui est aujourd'hui, alors je ne sais plus, je crois qu'on est plus loin de 100 €, quelque chose comme ça. Alors, sous toute réserve, mais enfin, c'est devenu très élevé, parce qu'elle a commencé il y a longtemps et elle augmente progressivement. Donc, effectivement, il sera plus facile de la faire sur l'Europe que de la faire sur la France seule. Mais je pense que si déjà la France avait une position offensive, ce serait déjà bien. Je vous rappelle que sur la directive européenne, la France a une position en retrait, comme tous les autres pays. C'est-à-dire que le passage de la proposition, excusez-moi juste de la proposition de la Commission à la Commission du Conseil des ministres a réduit drastiquement toutes les ambitions. Donc, voilà. Alors, je pense que ce qu'il faut faire attention à cette taxe, c'est 1, la justice, 2, l'aspect social, et 3, on ne peut plus la faire comme on pensait la faire de manière brutale, parce que on va arriver en janvier 2013 dans très peu de temps, et je vous rappelle que ce qui avait bloqué sur cette taxe, c'est qu'on avait exonéré les entreprises et on les avait exonérées en disant ouais mais elles vont payer en 2013 les quotas donc c'est normal, etc. D'abord on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne paieront pas les quotas, qui vont être exonérées, donc il faudra voir qu'est-ce qui reste. Donc il y a une étude complète, ça nous paraît indispensable, hein. On va dire dans la mandature qui vient, il faut que la contribution climat-énergie ait été mise en place. Mais je pense qu'elle redemande cette fois-ci, compte tenu des nouveaux éléments, compte tenu de tout ce qui bouge de partout, compte tenu quand même des éléments qui ont bougé dans tous les sens des uns et des autres, ça demande une étude approfondie cette fois-ci. Voilà. Mais je crois que, voilà. Bon, autrement dit, il ne faut pas la faire dans les 6 mois, parce que les trucs qui sont faits trop précipités ne sont pas suffisamment calés, mais je pense que ça paraît indispensable. Merci. Mireille Schurch. Merci Madame pour votre exposé. Les énergies renouvelables, vous l'avez souligné, ont des problèmes d'intermittence. Nous avons à faire des recherches beaucoup plus prégnantes sur le stockage de l'énergie.
La filière photovoltaïque a été complètement déstructurée et il y a eu de la casse au niveau même de l'emploi, vous l'avez souligné. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait ouvrir un débat sur la maîtrise publique du secteur de l'énergie pour réorienter les dépenses et pour qu'à coût constant, comme on le fait aujourd'hui, on puisse faire réellement face aux défis qui sont devant nous. Donc, est-ce qu'il est d'actualité d'ouvrir ce débat pour une maîtrise publique et est-ce qu'on doit aller vers ça compte tenu d'une diversification des allées, des avancées, des reculs et d'une complexité de l'ensemble? Alors, j'aurais envie de dire oui, à condition que la maîtrise publique ne soit pas seulement une maîtrise étatique, mais une maîtrise citoyenne. Si vous allez voir, par exemple, je prends un exemple, au Danemark, vous ne pouvez pas faire un champ éolien s'il n'y a pas 20% d'argent citoyen. En France, regardez la complexité, la difficulté qu'on a à le faire. On est en train d'essayer de faire émerger les choses, mais c'est extrêmement difficile. Nous, notre idée, il faut faire très attention, c'est que quand on parle maîtrise publique, on a tendance, nous, en France, à penser EDF, c'est-à-dire à penser centralisé. Et sur les énergies renouvelables, il faut penser décentralisé. Public, mais décentralisé. Public citoyen, mais décentralisé. D'ailleurs, aujourd'hui, et ça veut dire, j'en dis un mot là-dessus, il faudrait pouvoir donner, c'est juste un à côté, mais donner des pouvoirs législatifs, des pouvoirs réglementaires à un certain nombre de choses dans des communes ou dans des grandes intercommunalités. Je vous rappelle que Barcelone, par exemple, a pu, et Genève aussi, prendre la décision de dire il n'y aura pas un immeuble nouveau s'il n'y a pas un chauffe-eau solaire. Mais un chauffe-eau pas thermique, hein, thermique classique. Aucune collectivité en France n'a le droit de dire ça. Donc voilà, donc l'idée c'est, parce que quand on réfléchit, si vous voulez, énergie renouvelable, il y a vraiment deux chemins, et je vous remercie de m'avoir un peu posé cette question, il y a vraiment deux chemins. Il y a vraiment un chemin, on nationalise tout, et nous on dit si on avait, je veux dire, si on a été obligé, je dirais presque, de sortir du domaine public et d'EDF pour arriver à faire un peu d'énergie renouvelable en France, ce qui est quand même dommage à dire, mais voilà, c'est la situation qui est comme ça. Donc, on a, si vous voulez, en face de nous deux grands chemins, si je caricature, des énergies décentralisées, citoyennes, publiques, comme vous voulez, mais majoritairement, mais décentralisées, ou des AirTech, si je caricature. Des AirTech, c'est je vais mettre des milliers de mètres carrés dans le désert, et puis j'envoie une grande ligne, et puis ça approvisionne toute l'Europe. On est évidemment radicalement opposé à cette deuxième version, et s'il y a des moyens pour faciliter la prise en main par les citoyens qui veulent investir, il y en a qui se disent mais moi c'est bien, moi j'ai un petit peu de sous, plutôt que de les mettre dans n'importe quelle action stupide, moi je veux bien les mettre dans un champ d'éoliennes, ça me paraît un élément essentiel. Mais voilà, mais sous cet angle-là, décentralisé et citoyen. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez eu à peu près réponse à toutes vos questions ou est-ce qu'il y a l'une ou l'autre dans laquelle vous souhaiteriez avoir un complément? Alors, monsieur, s'il n'y a pas de questions, j'en aurais posé une sur le certificat d'économie d'énergie. C'est-à-dire, on a eu des propositions diverses lors des différentes auditions. Certains disent que si on devrait davantage, il devrait y avoir une répartition différente, propriétaires, locataires, enfin bon, il y avait eu toute une réorganisation. Donc est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur le bilan des certificats d'économie d'énergie et les incitations? Ça tombe bien parce qu'il y a eu la première réunion à la suite de la table ronde sur l'efficacité énergétique, qui n'a pas sorti énormément de choses, mais enfin qui a dit qu'il fallait commencer à préparer le troisième temps à partir de 2014 jusqu'à 2017. Donc voilà, ça fait 1 an et demi pour préparer, on a eu un peu le bilan. Alors on voit, que les certificats d'économie d'énergie, finalement, sont relativement pas si présents que ça dans la rénovation. Grosso modo, le marché de la rénovation couvre 11%, il y a 2% qui correspondent à des certificats d'économie d'énergie. Alors, le vrai problème du certificat d'économie d'énergie, c'est qu'on passe par des obligés, c'est-à-dire par des gens qui n'ont pas très envie d'en faire. Je sais, si vous voulez, puisque finalement, ils sont obligés, mais ils n'ont pas très envie d'en faire. Donc, je ne sais, enfin,
c'est un outil qu'il faut garder. C'est un outil qu'il faut garder. Mais je trouve que c'est un outil qui essaie de... qu'il faut absolument arriver à régler une partie de ses effets pervers. C'est-à-dire que par exemple, on peut plus, il faut... Alors le plan bâtiment de Pelletier les a soulevés, ces effets pervers. Les effets pervers, c'est par exemple de faire qu'un petit truc. Donc il faudrait qu'il y ait, par exemple, qu'on puisse avoir un certificat d'économie énergétique sur des projets globaux. Un peu importants, que ce soit pas ou au moins de 2-3 trucs, que ce soit pas que des petits morceaux. Voilà ce que je disais tout à l'heure. 25% des certificats d'économie d'énergie sur des doubles vitrages, on est complètement à côté de nos pompes. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu, enfin, voilà. En plus. Je vais vous dire tout de suite, les réticences pour la troisième... à cette commission, il y avait tout le monde, hein, puisque c'était pour relancer le projet, etc. Les réticences sont déjà absolument là. Les gens des transports disent mais on fera pas la moitié de ce que vous avez mis et puis on n'en fera pas. Les autres disent non mais il faut pas en faire plus, on peut pas. Enfin bon, donc c'est pour ça que je pense que la seule vraie mesure... Alors après on peut discuter qui paye, comment ça se répartit, c'est de dire on ne vend plus, on ne reloue plus à partir d'un certain niveau de dégradation et de passoire, quoi. Voilà. Jean-Jacques Verzou, je vous signale quand même que dans la directive européenne sur laquelle il travaille à Bruxelles, on s'inspire notamment des certificats d'économie d'énergie français et anglais pour tenter de l'étendre à l'ensemble des pays européens. Donc oui, ça peut être perfectionné, mais c'est pas ça. Non. Ça marche pas si mal que ça, et ça va dans la bonne direction en tous les cas. C'est un outil en plus. Oui, je suis d'accord, c'est un outil. Vous avez évoqué, madame, tout à l'heure, le concept de citoyenneté en ce qui concerne le passage et en même temps l'administration de tout ce qui concerne l'éventualité des énergies renouvelables. Je note au passage du reste que si on rentre dans la configuration telle que vous l'avez évoquée, d'une forme de décentralisation en ce qui concerne tout ce qui est réglementaire, région par région, j'ai peur qu'à terme... Si on écarte une institution, quelle qu'elle soit, l'État par exemple, de ses capacités régaliennes, ça se fera sur des critères qui seront vraisemblablement des critères économiques ou des critères fiscaux, et donc de fait il y aura des régions, des départements qui seront laissés pour compte. Mais ma question n'est pas exactement celle-là. J'aimerais savoir quel est votre point de vue par rapport au fait que, actuellement, face à ce problème-là, on a affaire à des disparités qui sont évidentes. Quand je dis ça, je pense singulièrement à des gens qui, pour des raisons sociologiques et économiques, passent complètement à côté de ce dispositif. Et cette mutation que vous avez appelée de vos voeux et que nous appelons aussi de nos voeux, à mon sens, préférentiellement, c'est une évidence, serait réservée à ceux qui, dans l'ancienne utilisation des énergies au sens large, ont tout vu et tout connu. Et moi, l'inquiétude qui est la mienne, c'est de me demander comment, et ça rejoint du reste un peu ce qui a été évoqué par ma collègue, comment on peut arriver à faire en sorte que l'ensemble des consommateurs, j'ose pas dire des citoyens consommateurs, de ce pays soient concernés de près ou de loin. Faute de quoi, on assistera à une logique qui consistera à dire aux uns encore et toujours le high-tech, et puis aux autres qui n'en sont même pas au début du commencement de pouvoir envisager ne serait-ce que des économies d'énergie, parce que tout simplement, sur le plan économique, ils n'en ont pas les moyens. Voilà, j'aimerais voir, mais d'une manière très générale, comment vous pouvez arriver, si vous voulez, à afficher ce concept, mais en faisant en sorte qu'il concerne le plus grand nombre, même s'il est souhaitable et pareil. Alors, je pense que l'aspect... Alors, j'ai dit deux choses, parce que j'ai été vite là-dessus. J'ai dit deux choses, mais j'ai dit, il y a le problème de la précarité énergétique, qui est un de ces soucis numéro un. Si vous allez regarder sur le site de France Nature Environnement, on a mis l'aspect précarité énergétique en avant. Parce qu'effectivement, là, il ne s'agit même pas de dire aux gens ils vont économiser de l'énergie. Oui, dans certains cas, il s'agit de leur faire économiser de l'énergie, mais enfin, au moins déjà qu'ils accèdent au confort. C'est-à-dire qu'ils consomment la moitié de ce qu'ils devraient consommer et ils se gèlent. Ils ont des moisissures et les gamins, ils sont malades, enfin, etc. Donc, si vous voulez, nous, on a un vrai souci là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'il est hors de question, mais on pense que une tarification progressive, et je l'ai dit tout à l'heure en faisant attention aux effets pervers, c'est-à-dire une tarification progressive, elle a pour objectif quand même de dire tous ceux
ceux qui vraiment gaspillent allègrement, qui gaspillent en payant cher. Ça veut dire qu'ils ont les moyens, sinon ils ne le font pas. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la précarité énergétique, ça s'accompagne. C'est-à-dire que moi j'ai entendu Philippe Pelletier dire on n'a pas réussi à réduire parce que le grand emprunt, on nous a mis un paquet sur la table, mais on nous a dit attention, avec ça vous pouvez faire que des travaux. Vous n'avez pas le droit d'en dépenser même 3% pour faire de l'accompagnement, pour aller aider les gens à prendre conscience de ce qu'ils pourraient faire. Et donc, du coup, il dit on n'a même pas pu tout dépenser sur certains points. Donc, on a ici un vrai problème. Les gens qui sont en situation de précarité, il faut aller les accompagner. Mais il ne faut pas croire, certains même, enfin moi j'ai fait des conférences sur la précarité énergétique, on expliquait aux gens, même s'ils n'avaient aucun moyen, comment vous pouvez déjà un tout petit peu améliorer votre confort en consommant pas plus. Parce que vous regardez votre maison, on sait comment on peut faire, évidemment, voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai fait de la formation sur la thermique du bâtiment, donc voilà, dans une vie antérieure. Et donc, si vous voulez, il y a déjà au moins des choses qu'on peut expliquer aux gens. Ça me paraît absolument indispensable parce que effectivement, pour le coup, nous, quand on a un discours qu'on veut porter par l'ensemble des citoyens. On est quand on additionne tous nos membres les uns après les autres, ça nous fait 800 000 personnes, mais pour nous, c'est la majorité des citoyens qui comptent. C'est pas il y en a qui voilà. Donc, si vous voulez, on a un vrai souci là qui consiste à dire. Mais il ne faut pas croire, on a dans des milieux ruraux en particulier des gens en situation difficile, mais qui savent malgré tout faire des économies, et qui n'auraient besoin de pas grand-chose pour pouvoir le faire bien. Donc voilà, donc ce discours, c'est un discours qu'il faut effectivement, mais je suis d'accord, absolument accompagner. Mais la tarification progressive est un peu un signal. Alors quelqu'un m'a dit, c'est pas un signal, c'est au moins un signal écologique qui n'a aucun impact négatif socialement. Moi je dis, il peut même avoir un impact positif. Mais enfin voilà, on a au moins déjà ce discours-là. Ça nous paraît important. Madame Arditi, je vous remercie beaucoup. Je suis d'accord avec vous, la précarité énergétique est un vrai problème, pas facile à traiter. Ça concerne beaucoup plus que les 800 000 foyers qui ont droit à cette aide publique. Ça concerne probablement 4 à 6 millions de foyers, des gens qui n'ont pas les moyens de faire des travaux nécessaires qui les aideraient pourtant à payer leur facture annuelle. C'est un vrai gros problème. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la manière passionnée dont vous vous êtes exprimé, mais ça ne nous a pas surpris. Voilà pour cette audition. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez revoir les travaux de la commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité, notre site internet publicsénat.fr. Très belle journée à tous.